Alors, Pierre-Luc, à toi, je te cède la parole. Merci. Merci beaucoup, Steve, pour l'introduction. Steve l'a mentionné, on gère le Fonds d'action mondial parmi deux autres mandats. Donc, moi, mon mandat se concentre sur le Fonds d'action mondial. Comme Steve l'a aussi mentionné, je fais partie de l'équipe de gestionnaire de portefeuille depuis 4 ans. Le Fonds d'action mondial, en gros, essentiellement, on vise une croissance de l'actif, puis on essaie de contrôler, en fait, les expositions sectorielles. Donc, on vise vraiment la planète comme investissement. Donc, évidemment, on a très peu de contraintes sur ce mandat-là. La présentation d'aujourd'hui, on essaie de déterminer donc qu'est-ce qui va influencer les marchés boursiers pour les 5 prochaines années. Donc, c'est quand même un gros mandat. Évidemment, on n'a pas la prétention de dire qu'on sait exactement ce qu'il va le faire, mais par contre, on a une petite idée de où est-ce que ça s'en va. Puis j'espère que cette présentation-là va vous donner des outils pour mieux savoir un petit peu où s'en vont les marchés boursiers pour les 5 prochaines années. Donc, pour ceux qui ne le savent pas ou qui vivaient en dessous d'une roche là, en 2020, on a eu une pandémie mondiale. Puis tout le monde est un peu tanné de parler de la pandémie, puis nous autres aussi. Sauf que force est d'admettre que ça a eu un profond impact sur toutes les industries. Puis c'est vrai aussi en investissement. Donc, on l'a vu, début 2020, la panique arrive, les marchés chutent de 30 %. Puis après ça, on a vu une reprise économique, puis on a vu des investissements quadruplés, puis on a vu d'autres compagnies céder simplement sous la pression. Donc, évidemment, ça a été différent comme réaction. Puis aujourd'hui, on peut vous démontrer en fait les 5 prochaines années sous l'angle des thématiques. On en entend beaucoup parler. Puis en gros, c'est quoi une thématique? Essentiellement, une thématique, là, c'est juste un investissement ou un groupe de compagnies qui se définit en fait en répondant à un enjeu concret dans notre société. On entend souvent parler de l'investissement responsable, les bitcoins, la cybersécurité, la santé, la robotique. Tout ça, c'est des thématiques. Le but de la présentation, en fait, c'est aussi, dans le fond, de démontrer que si on gravite toujours sur les thématiques les plus en vogue dans le marché, il ne faut pas s'attendre à des très grandes performances parce que c'est rare que l'engouement rime avec les performances futures. Il faut être capable de détecter ces thématiques-là avant que tout le monde le fasse. Donc, si tout le monde le fait avant nous, puis si on entend parler aux nouvelles, bien, généralement, le marché l'a anticipé, puis le prix a doublé ou triplé depuis. Donc, évidemment, c'est un challenge qui est très, très, très difficile. Par contre, je vais en démontrer, je vais présenter 3 thématiques qui, selon nous, vont être présentes au moins pour les 5 prochaines années. Donc, brève introduction. On décrit souvent notre ère là, dans les années 2020 comme l'ère de l'information, puis on est inondé, en fait, là, de données de gauche, droite, des applications qui prennent des données sur nous. On est entouré de ça. Donc, j'ai simplement mis à gauche, là, à l'écran, en 1 minute, ce qui se passe sur Internet. Donc, c'est 5,7 millions de recherches Google. Il y a 283 000 $ qui est dépensé à la minute sur Amazon. C'est des appels Zoom 856 minutes par minute d'appels Zoom. Donc, tout le monde recueille des données sur nous. Tout le monde a des données sur nous. Puis ça fait juste commencer. Donc, l'ère d'information, on est vraiment au tout début. Puis pourquoi qu'on est au tout début? En fait, c'est que 2020, comparativement à en 2035, il va se créer 45 fois plus de données qu'actuellement. Donc, littéralement, tout le monde aura des données en main. Donc, comment on fait pour se retrouver puis trouver des bonnes idées d'investissement puis trouver des bonnes compagnies quand que tout le monde a des données puis il y a des données absolument partout? Bien, c'est ça le challenge, en fait. Puis pour nous, concrètement, au niveau de l'investissement, ça ressemble à quoi? Bien, des données, on en a aussi. 41 000 compagnies publiques qu'on peut évaluer. Il y a des ratios financiers par la centaine. Il y en a qui sont pertinents, il y en a qui ne sont pas pertinents, il y en a qui ne marchent pas, il y en a qui marchent des fois. Ça change littéralement toujours. Puis il y a des données financières à la seconde. Donc, notre travail, en gros, c'est de savoir où le marché s'en va. Puis, comme tout le monde, on est inondé de données. Donc, est-ce que le marché va monter, descendre, tourner en rond? C'est très, très, très difficile à faire. L'industrie du placement a eu une très bonne idée. En fait, j'en ai parlé en introduction, c'est de créer des thématiques. Donc, créer un groupe de compagnies qui répondent à un enjeu concret. Donc, on met ça ensemble, puis on vend un fonds négocié en bourse qui adresse cette thématique-là. Donc, concrètement,
Les thématiques font tous du sens. Hein? La gestion de l'eau, c'est une très bonne idée. Les crypto-monnaies répondent à plusieurs critères également. Les énergies propres, qui ne veut pas investir dans les énergies propres? Marché des capitaux, robotique et intelligence artificielle, la cybersécurité, la santé, l'inflation. On est inondé de produits liés aux thématiques. Par contre, le plus difficile, évidemment, c'est d'investir avant que tout le monde le fasse, puis déceler la thématique avant que tout le monde le fasse. Donc, généralement, si on en entend parler aux nouvelles, comme j'ai mentionné tantôt, parfois le marché va l'avoir anticipé. Donc, je mets une citation qui, pour nous et peut-être même pour vous, dans vos travails respectifs, on a parfois des entrepreneurs, on a des professionnels qui sont dans l'audience. Bien, pour nous, cette citation-là résume très bien notre travail, puis peut-être même le vôtre. Donc, le secret de la victoire réside dans l'organisation de ce qui est non évident. Ce qui est vraiment évident, tout le monde l'a anticipé, tout le monde a déjà investi dedans, donc c'est très, très, très difficile de ne pas se laisser tenter d'investir dans toutes les bonnes idées. Donc, nous, personnellement, on l'a vécu en 2018. La ligne grise ici, c'est la performance des énergies renouvelables qu'on a investi, nous, en octobre 2018. Donc, cette ligne grise-là, elle monte. Super bonne performance, 168 là, à peu près de rendement qu'on a fait. Donc, ça a super bien été. Par contre, on a mis en jaune, juste pour voir l'intérêt, le nombre de recherches Google qui se faisait à ce sujet-là. Donc, c'est sur l'axe de droite, on mesure l'intérêt de 0 à 100. 100 étant le maximum, 100% évidemment. Puis, quand on a investi, nous, au tout début, l'intérêt en termes de pourcentage est à peu près à 25%. Donc, on a décelé une certaine tendance, puis ça s'est concrétisé en 2020. Puis, c'est en même temps que l'intérêt général de monsieur, madame, tout le monde était le plus élevé. Mais si on avait investi au sommet, quand tout le monde en parlait, notre performance n'aurait pas été de 168%, mais plutôt moins 25%. Donc, il y a 190% de différence entre les deux. Donc, comment on fait pour déceler des tendances qui sont vraiment, vraiment naissantes, puis parfois, quand on les décèle, quand personne n'en parle, ça se concrétise parfois pas, puis parfois, ça se concrétise comme dans le cas des énergies renouvelables. Donc, comme tout le monde, en placement, on utilise, nous également, des thématiques. Puis en voici 3 qui, selon nous, vont vraiment articuler les 5 prochaines années au niveau de l'investissement. Donc, pour différentes raisons également. La robotique et l'intelligence artificielle, la première thématique. Deuxième thématique qu'on va utiliser, c'est la cybersécurité. Puis troisième thématique, c'est l'immunologie et la génomique. Donc, essentiellement, le secteur de la santé, mais vraiment pointilleux sur l'immunologie et la génomique. Puis quand on regarde ça, en fait, on regarde toujours ces thématiques-là sous l'angle de notre processus d'investissement. Notre processus, dans vraiment sa fonction la plus simple, il y a 3 étapes. En premier, on regarde pour les facteurs qui supportent le thème. Donc, je vous rappelle, en 2018, on regarde les énergies renouvelables, personne n'en parle. On regarde des facteurs qui supportent ça, donc grosse demande des gouvernements, des pressions très, très, très fortes sur l'environnement. On sent que ça s'en vient de plus en plus important. Évidemment, on ne peut pas prédire qu'il y a une pandémie qui va arriver puis qu'on va vouloir accélérer le changement. La deuxième idée, le deuxième point de notre processus, c'est de transformer le thème en investissement. Donc, pour nous, c'est d'acheter les compagnies qui sont pertinentes à ce changement-là. Donc, ce n'est pas toutes les compagnies qui œuvrent dans les énergies renouvelables qui sont les bonnes. L'image que je peux vous donner ici, c'est on se promène avec notre panier à l'épicerie et on lit l'étiquette en arrière de chaque boîte qu'on achète. Donc, qu'est-ce qui est là-dedans? C'est quoi les compagnies? C'est quoi les ratios? Est-ce que ça fait du sens d'investir en ce moment? Le prix fait... Tout ça, on lit vraiment l'étiquette de A à Z, puis on va voir si ça fait du sens pour nous d'investir, si on est capable de transformer le thème en investissement. Ensuite de ça, il faut gérer le risque. Donc, comme tout le monde, on est tenté vers les bonnes idées, mais ce n'est pas vrai que c'est toutes les thématiques qui vont fonctionner en même temps. Définitivement pas. Il faut être extrêmement prudent parce que souvent, quand on entend parler de thématiques, il est trop tard. Donc, on investit au sommet, puis ça se dégrade par la suite. Il faut être très, très, très prudent. Puis quand on réussit à mettre ces 3 choses-là ensemble, puis il faut que les 3 soient présentes, bien là, généralement, on va investir dans une thématique. Donc, pour nous, actuellement, dans nos portefeuilles, il y a plus d'une dizaine de thématiques dans nos différents mandats. Par contre, on ne prendra jamais une très grosse portion du portefeuille pour investir dans des thématiques, jamais plus de 50%,
pour contrôler ce risque-là. Donc, comme je disais tantôt, ce n'est pas toutes les bonnes idées qui vont fonctionner en même temps, définitivement pas. Je reviens en arrière. Notre première étape de notre processus, on cherche des facteurs qui supportent les thèmes. On l'a présenté tantôt, nos 3 thématiques, c'est quoi? Robotique et intelligence artificielle, cybersécurité, puis l'immunologie et la génomique. On cherche des points de données qui vont faire en sorte qu'on croit en cette thématique-là, au moins pour le long terme. Donc, encore une fois, les 3 thématiques sont ici. Je vais aborder avec vous thématique par thématique. La première en premier, robotique et intelligence artificielle. Il y a 2 gros points de pression selon nous. Je vais passer rapidement, mais les facteurs socio-économiques. On parle de pénurie de main-d'œuvre, on parle même les gens ne veulent plus retourner au travail suite à la pandémie pour différentes raisons. Puis quand on combine ça aux facteurs technologiques, bien, on pense qu'il y a là une tempête parfaite de pression économique, de gens qui ne veulent pas retourner au travail, d'industries qui vont être durement touchées par le manque de main-d'œuvre, combiné avec le fait qu'aujourd'hui, on est capable de technologiquement remplacer un humain à faible coût de manière raisonnable. Quand on combine les deux ensemble, pour nous, l'intelligence et la robotique artificielle fait du sens. Puis je vais juste passer rapidement là, les facteurs ensemble. Facteurs socio-économiques, on en parle et on en reparle. Donc, qu'est-ce qui se passe au Canada? Pénurie de main-d'œuvre, tout le monde le sait. Par contre, ce que le monde ne sait pas, c'est que la pénurie de main-d'œuvre touche vraiment un pan de l'économie et pas l'autre. Quand on sépare l'économie en deux, puis c'est ça que ce graphique-là fait, il regarde les industries les mieux rémunérées versus les industries les moins bien rémunérées. Je donne un exemple. Si la moyenne de la rémunération, c'est 26 $, on regarde toutes les industries qui payent en haut de 26 puis toutes les industries qui payent en bas de 26. La ligne bleue montre toutes les industries qui payent en haut de la moyenne. On n'a jamais eu autant d'emplois dans les industries qui sont bien rémunérées. Puis on regarde les industries les moins bien rémunérées, c'est là qu'il nous manque de main-d'œuvre. C'est quoi ces industries-là? Fabrication, agriculture, commerce, transport, accommodation, services aux entreprises, puis information et culture. C'est dans ces domaines-là que le manque est encore plus criant. Certains d'entre vous, peut-être, ont des entreprises ou travaillent même pour une entreprise qui est dans ces industries-là. Bien, j'imagine que le manque de main-d'œuvre est particulièrement difficile dans ça. Ceci étant dit, il y en a aussi dans les industries les mieux rémunérées, mais c'est vraiment très criant. Puis on le voit dans le graphique ici, là, la courbe est très, 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 très en bas de où est-ce qu'elle était avant la pandémie. Donc, le monde ne revient pas au travail. Au Québec, c'est encore pire qu'au Canada. Quand on regarde 2016 avec 2021, on a une augmentation de 177 % du nombre de postes vacants. Donc, au Québec, il y a 146 000 postes vacants. Il y en avait 52 000 en 2016. Donc, ça, c'est vraiment des postes qu'on n'est pas capable de combler. Puis, on voit le même constat au Canada, mais c'est vraiment moins pire au Canada, malgré le fait que c'est quand même un problème criant. D'où va provenir cette main-d'œuvre-là? Souvent, les gens vont dire, bien, l'école va former les gens. Évidemment, c'est le cas, là. Donc, généralement, on va former des gens. Puis, au Canada, quand on se compare à l'OCDE, qui est un club de pays là, qui est assez nanti, donc États-Unis, Danemark, Finlande, Suède, Australie, donc tous les pays qui sont généralement développés, il y en a plusieurs, puis il y en a qui sont moins bien développés que le Canada, mais tous les pays assez développés, on constate, vu notre processus d'école à très bas coût, on diplôme beaucoup, beaucoup de gens. Puis on les diplôme dans des diplômes de post-secondaire 24 % de plus que la moyenne. Puis ça, quand on prend ça sur la face, c'est vraiment une bonne nouvelle. Il n'y a pas lieu d'être négatif là-dessus, si ce n'est que quand on regarde les industries qui sont les moins bien rémunérées, fabrication, commerce, transport, accommodation, il n'y a aucune de ces industries-là qui exige généralement un diplôme post-secondaire. Donc, c'est pas vrai que dans les 5 prochaines années, comme les infirmières, comme d'autres métiers qui exigent des diplômes, on peut créer cette main-d'œuvre-là avec les bancs d'école. Donc, pour nous, c'est vraiment un enjeu au niveau du Canada. Le portrait aux États-Unis est semblable, mais pour différentes raisons. À gauche, c'est le besoin de travailleurs, donc les PME qui désirent embaucher. On a à peu près un quart des PME qui désirent embaucher, donc c'est vraiment une mesure qui est assez simple à comprendre. 25 % des entreprises, des PME qui désirent embaucher du monde. C'est pas une mauvaise nouvelle en soi. On combine ça avec un bassin de travailleurs
qui stagne aux États-Unis. Quand on regarde la population des 25 à 54 ans, qui est généralement la force de l'âge pour travailler, bien, aux États-Unis, on stagne depuis 10 ans. On a des entreprises, donc quand on regarde simplement versus le Canada, ce qui nous permet de combattre cette pénurie de main-d'œuvre-là relativement, c'est vraiment le fait qu'on a beaucoup d'immigration. Aux États-Unis, le constat est vraiment différent, évidemment. Donc, quand je combine un besoin de travailleurs qui est grandissant à gauche, puis un bassin de travailleurs qui rétrécit, ce qui arrive, bien, je ressens le besoin d'hausser la compensation. Comme entreprise, c'est naturel, j'ai moins de travailleurs, j'ai plus de compétition parce que le quart des entreprises désirent embaucher. Bien, tôt ou tard, il va falloir que j'augmente ma compensation. Pour nous, augmenter la compensation, c'est évidemment un plan qui est temporaire parce que, oui, on peut payer le monde 15 à 20 de plus. Sauf que ce qui va arriver, c'est qu'on va créer un effet domino. Si tout le monde se met à faire ça, évidemment, nos intrants vont coûter extrêmement plus cher parce que nos fournisseurs vont faire la même chose. Ensuite de ça, le transport va coûter définitivement plus cher. Tout va coûter plus cher. Donc, c'est vraiment une mesure temporaire qui peut fonctionner. Par contre, si on rentre dans un cycle très long terme, bien là, évidemment, là, les entreprises n'ont pas toute la capacité de refiler le coût supplémentaire de leurs produits à leurs clients. Je pense à une industrie qui est capable de le faire, puis c'est le pétrole. On n'a pas le choix, il faut qu'on mette du gaz dans notre auto. Bien, pensez à vous, vos industries pour lesquelles vous travaillez, à quel point vous êtes capable de refiler le coût supplémentaire de 15 à 20 parfois à vos clients. C'est vraiment pas facile de le faire. Même si tout le monde le fait, puis il y a un cycle qui s'engage, ce cycle-là, il va devenir de plus en plus gros, puis ça va devenir vraiment un problème en soi. Donc, pour nous, les entreprises, tôt ou tard, vont se virer peut-être vers la robotique pour remplacer ces postes-là. Puis, il y a vraiment, pour nous, c'est le plus gros problème. Il y a un problème de rétention, puis on ne pense pas que ça va revenir. Donc, quand on regarde des facteurs de sélection d'un emploi, tout le monde va mettre en premier lieu le salaire. Ça prend un bon salaire pour rester. Après ça, ça va prendre une conciliation travail-famille, puis vous le voyez peut-être avec la génération plus jeune dans vos entreprises. On demande de plus en plus de conciliation travail-famille. On demande un horaire flexible. Puis évidemment, avec la pandémie, le télétravail devient vraiment une option qui est recherchée. Mais moi, si j'essaie d'agencer ça avec mes industries moins bien rémunérées, bien, par définition, mon salaire est plus bas. Ensuite de ça, concilier travail-famille quand je travaille en agriculture, en fabrication, donc dans une usine, en transport, où est-ce qu'il faut que je fasse des transports longue distance, extrêmement difficile. Si j'essaie de faire ça aussi, donc au niveau des accommodations, ça c'est hôtel, restaurant, les horaires sont atypiques. Comment je fais ma conciliation travail-famille? Comment je peux être flexible sur mon horaire de travail? Puis j'ai définitivement pas une option de télétravail. Donc pour nous, quand on combine tous ces facteurs-là, socio-économiques, manque de main-d'œuvre, besoin d'hausser les salaires, pression d'inflation à la hausse, puis qu'on combine ça surtout avec les facteurs technologiques, donc l'installation d'Internet sans fil, la 5G qui s'en vient, les coûts qui sont de plus en plus faibles, puis les processeurs qui décuplent les capacités des ordinateurs à faire des analyses. Quand on combine les deux ensemble, on pense vraiment que la robotique pourrait être une solution pour les problèmes de ces entreprises-là. Quand on regarde les facteurs qui supportent les thèmes pour notre deuxième thématique qui est la cybersécurité, le constat est évidemment le même. Là. Généralement, on est capable de trouver des données assez facilement pour ça. Prévision de croissance du marché, c'est un marché qui est en pleine expansion. Dépendance de notre économie à l'interconnectivité des objets. Pensez simplement à vous, le nombre de transactions que vous faites en ligne. Vos fournisseurs sont probablement en ligne. Vos clients sont probablement en ligne. Votre entreprise l'est probablement aussi. On devient de plus en plus interconnecté avec Internet. Une sensibilité grandissante au risque accru, ça c'est quoi? C'est des grosses compagnies qui se font pirater, puis ça entraîne une conscience collective. Ici, j'ai mis le code Capital One. Tout le monde a en tête le code Desjardins aussi l'année passée. Finalement, quand on a des grosses entreprises qui se font pirater, tôt ou tard, la réglementation va être accrue. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment des facteurs qui pourraient supporter une demande assez grandissante là-dedans. Donc, la demande est aussi grandissante au niveau des capteurs, ce qu'on appelle les Internet of Things, les objets Internet of Things. Tout ce qui est capteur, en gros,
un objet de ce type-là, c'est un objet qui est connecté à Internet qui normalement ne l'est pas. On ne parle pas de téléphone cellulaire ici, on ne parle pas d'ordinateur. On parle vraiment des capteurs dans les véhicules autonomes. On parle de votre montre intelligente. On parle de toute la mécanique du bâtiment qui est maintenant régie à distance pour contrôler la température, les ascenseurs dans les bâtiments. Tout ça, c'est connecté à Internet, puis avant, ça ne l'était pas. Puis, ça permet en fait une très grosse croissance du nombre d'objets de ce type-là. Donc, quand on parle en 2015, on avait 3,6 milliards d'appareils de ce type-là. On parle en 2025 qu'il va en avoir 27 milliards. Ici, le but, c'est de simplement mentionner que c'est une très bonne chose qu'on connecte tout à Internet, mais ça crée énormément plus de points d'entrée puis de brèches pouvant être compromises de la part des entreprises. Donc, il faut être extrêmement prudent. Il y a beaucoup plus de points d'entrée maintenant pour les pirates informatiques auxquels ils peuvent accéder à certains types de données. Parfois, il y a des données qui servent à rien. D'autres fois, c'est des données qui sont extrêmement sensibles. Donc, dans les appareils, exemple, dans les hôpitaux, les objets qui sont connectés à Internet donnent des données extrêmement sensibles. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Pour nous, la demande vient vraiment du fait qu'on connecte de plus en plus d'objets à Internet. Quand on regarde le marché dans son ensemble, on parle d'une croissance d'à peu près 86 on va arriver à peu près à 270 milliards de dépensés en cybersécurité en 2026. Ça, c'est 86 c'est 125 milliards de plus que ça l'était en 2025. Puis on pense que ça pourrait être encore pire si on commence à connecter, évidemment, toutes nos usines à la robotique pour remplacer la main-d'œuvre. Donc, on pense qu'il y a vraiment un potentiel élevé là-dedans. Puis quand on regarde les industries, lesquelles qui seront les plus connectées dans le futur, bien évidemment, en premier lieu, les industries de manufacture. Donc, tout le processus manufacturier, créer des objets, va tendre à être automatisé ou du moins à être connecté à un objet Internet qui suit le processus de fabrication de A à Z. Ensuite, en santé, finalement, le commerce de détail pourrait être aussi là, extrêmement touché. Donc, on estime que les dépenses en cybersécurité ou les dépenses en appareils de type IoT, donc Internet of Things, 70 va d'être là-dedans. Donc, deux secteurs à surveiller. Puis nous, évidemment, en premier point avec la robotique, on pense qu'ici, il y a énormément à faire. On regarde les statistiques finalement sur la cybersécurité, de n'importe où qu'on regarde ça, ça l'augmente. Autant au niveau des fréquences, 33 d'augmentation, du coût total d'une brèche qui augmente, qui a été le plus haut enregistré. 88 des organisations font face à du hameçonnage. Donc, n'importe quelle statistique qu'on regarde, tout est en augmentation. Donc, pour nous, vraiment, c'est clairement là, un enjeu prioritaire. Dernier enjeu, un petit peu plus néfaste, là, mais très, très sombre aussi également, c'est que maintenant, les pays s'attaquent via des groupes criminels qui sont protégés par les États. Donc, quand je dis les États, c'est les pays sur lesquels ils perpètrent les attaques. Donc, Russie, Corée du Nord vont sanctionner des criminels qui vont attaquer des entreprises de pays rivales pour venir faire mal, aller chercher des données compromettantes. Évidemment, les États-Unis aussi en font, mais quand on regarde ça, donc la Russie attaque beaucoup, puis la Corée du Nord. Donc, on a des entreprises, on a en fait des gouvernements qui permettent à des groupes criminels, sans les punir, d'attaquer des entreprises. Parfois, c'est des entreprises, parfois, c'est des États, mais souvent, on va attaquer une entreprise ou un groupe d'entreprises. Donc, moi, si je suis une entreprise, ça m'inquiète que des groupes extrêmement sophistiqués, non punis par leurs États, commettent des attaques comme ça. Puis on voit ici, la fréquence fait juste augmenter de manière exponentielle. On en avait une à peu près par année. Maintenant, c'est très, 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 très large comme attaque. On en a de plus en plus, comme on l'a mentionné tantôt. Donc, on croit vraiment que ce risque-là, pour nous, il est quand même très présent dans l'actualité, mais il est encore sous-estimé, selon nous. Donc, on pense vraiment qu'il y a un potentiel de croissance plus élevé que peut-être ce que le marché anticipe. Très, très gros risque pour nous au niveau de la cybersécurité. Finalement, quels sont les facteurs qui supportent la demande de l'immunologie et la génomique? L'immunologie et la génomique, c'est quoi? Je ne me transformerai pas là, ici en commentateur santé. Je n'ai pas les connaissances requises, mais on l'a vu avec le vaccin à ARN messager. Il
il utilise la technologie de l'immunologie de la génomique. En gros, on vous rentre un séquencement. Le séquencement, il est lu par votre cellule. Votre cellule fabrique des protéines pour vous protéger. Ça, c'est l'idée derrière cette technologie-là. Puis, cette technologie-là existe depuis un certain temps. Puis, les facteurs qui supportent cette demande-là, on va le voir ensemble. Les coûts relatifs au séquencement. Donc, il faut séquencer un génome au complet pour rentrer le code à donner à notre cellule pour que notre cellule fabrique les anticorps. Ça coûtait extrêmement cher dans le temps. Maintenant, c'est très abordable. Ensuite de ça, on a un potentiel d'application qui est très vaste. N'importe quoi qui a un ADN peut être séquencé. On parle d'un potentiel d'application sur les humains, les animaux, domaine agricole, les champignons, peu importe. Tout ce qui a un ADN peut être séquencé, puis si on séquence à un plus faible coût, on va le faire de plus en plus sur différents types d'ADN. Puis finalement, pour nous, le facteur qui nous a vraiment aidé dans cette thèse-là, c'est qu'on a une visibilité accrue du potentiel de cette technologie-là. Avant la pandémie, là, très peu de gens connaissaient cette technologie-là, savaient comment ça marchait. Maintenant, on l'a déployé à milliards de doses. Puis contrairement à ce que certaines personnes pourraient dire, il y a très peu de cas de malfonctionnement, il y a très peu de cas d'effets secondaires. C'est, somme toute, une technologie qui est extrêmement fiable. Donc, premier facteur qui supporte la demande, on l'a parlé tantôt, baisse exponentielle des coûts de séquencement. En 2003, ils ont lancé le Human Genome Project. Ça visait à séquencer, en fait, trouver les codes à l'intérieur de nous, si on veut, au complet pour tout. Ils ont réussi à aboutir en 2003 à séquencer un génome humain complet au coût de 3 milliards de dollars. Ça a pris des milliers de scientifiques qui étaient sur le projet depuis des décennies. C'est très vieux comme technologie. Les gens savaient que ça existait, mais ils ne pouvaient pas le mettre en application concrète. Ça coûtait trop cher. Donc, en 2003, ça a abouti, ça coûte 3 milliards. On pense mettre ça au rencard et dire que ça n'a aucun sens, ça coûte trop cher. Il y a des scientifiques qui ont travaillé là-dessus d'arrache-pied. Puis en 2020, ça coûte 600 $ séquencer un génome. On est capable de le faire en 1 minute ou 2 avec une machine qui permet le séquencement au complet, évidemment, le séquencement de génomes ciblés là, pour 600 $. Donc, quand même assez relativement un coût qui est très, très, très faible. Le parallèle ici qu'on veut faire, c'est un peu comme Internet. Internet, c'est une technologie qui est vraiment assez vieille. C'est une technologie qui date de 83. Mais quand on regarde l'application d'Internet, c'est juste en 2010, fin des années 2000, début des années 2010, qu'on a commencé à voir le potentiel exponentiel d'Internet. Pourquoi? Parce qu'on avait de l'Internet sans fil, on avait de l'Internet haute vitesse, on avait des téléphones intelligents. Donc, l'infrastructure autour nous permet d'exploiter cette technologie-là qui était relativement vieille, donc 83. Bien, ici, c'est la même affaire. Si on n'est pas capable de séquencer un génome à un coût raisonnable, on ne le fera juste pas. Maintenant, c'est comme si on est au début d'installer des choses qui vont nous permettre d'exploiter vraiment cette technologie-là de manière assez exponentielle. À gauche, ce graphique-là, je vais garder ça très, très simple, là, mais c'est le coût de séquencement qui descend, descend, descend. On voit au début, on ne séquence rien du tout. Ça coûte trop cher. Ensuite de ça, le coût descend. Il y a des avancées technologiques qui nous permettent de séquencer plusieurs choses. On est capable ici de séquencer toutes sortes de choses. Vous voyez qu'il n'y a aucun humain qui est séquencé ici. Donc, on a des champignons, des animaux, des plantes. On a toutes sortes de choses qui sont séquencées, qui ont une application autre que humain. Et le but, évidemment, est de découvrir des relations qui pourront être appliquées aux humains plus tard. Donc, le potentiel, il est vraiment énorme, puis pas seulement appliqué aux humains. Puis par rapport à ce potentiel-là, c'est pas juste d'injecter un code à nos cellules puis leur dire de fabriquer une protéine. On peut aussi leur dire de ne pas fabriquer une protéine, ce qu'on appelle l'interférence par ARN. Ici, on pourrait prendre des plantes dans des champs, puis avec un séquencement ARN par interférence ARN, dire à ces plantes-là de ne pas produire un certain pollen que les insectes aiment. Donc, pour venir repousser les insectes, vous me voyez venir, ici, on pourrait pratiquement éliminer, donc à très long terme évidemment, l'utilisation de pesticides
il y a très peu d'industries, à part peut-être l'industrie du tabac, qui est aussi controversée que les pesticides. Ça a des impacts massifs sur notre santé. Ça a des impacts aussi sur l'environnement. C'est très controversé comme industrie, mais c'est immense. C'est 300 milliards là, par année, cette industrie-là. Donc, imaginez si on utilise à des fins commerciales cette technologie-là aux plantes. Il y a un potentiel d'application qui est quand même assez énorme. Donc, le but ici, c'est de démontrer que ce n'est pas juste en santé qu'on peut l'utiliser. Pour nous, le potentiel, il se débloque aussi au niveau commercial. On a donné l'exemple des pesticides, mais il y a plusieurs exemples qu'on aurait pu donner. Évidemment, ça ne sera pas remplacé au bout de 2 ans. Ça va prendre un certain temps. Il va falloir que ça démontre des preuves. Il va falloir que ça soit un coût raisonnable. Mais on est au début de cette infrastructure-là. On est en train de semer les graines qu'on va pouvoir récolter peut-être au bout de 5 à 10 ans. Donc, finalement, deuxième étape, donc on a regardé ensemble tout ce qui supportait nos facteurs, la cybersécurité, la robotique, l'intelligence artificielle, puis finalement l'immunologie et la génomique. On a trouvé des données qui nous permettaient de supporter ça. Maintenant, on est capable de mettre ça en application. Puis ici, je vais passer quand même assez rapidement. Je fais appel ici aux investisseurs autonomes. Il y a des gens ici peut-être qui gèrent eux-mêmes leur propre placement. Puis on va démontrer, nous, notre travail, pourquoi il est important en tant que gestionnaire de portefeuille, puis de ne pas tomber dans les pièges. L'investissement thématique, là, vous avez l'opportunité en tant qu'investisseur autonome d'investir dans 173 fonds négociés en bourse. Tout le monde investit là-dedans, tout le monde en parle. Il y a des fournisseurs à gauche et à droite. Par contre, ce n'est pas tous les fonds négociés en bourse qui sont créés également. Donc, si vous, après la rencontre, vous dites robotique, intelligence artificielle, ça fait du sens, j'aimerais investir là-dedans, vous allez voir 3 fonds négociés en bourse qui vous permettent de le faire. Donc, le GlobalX, le Robot Global, puis le fonds de iShares, qui visent tous les 3 robotique et intelligence artificielle. Je vous ai mis le top 10 ici. Évidemment, le but, c'est de démontrer qu'il n'y a aucune compagnie qui est pareille dans le top 10. Donc, les compagnies dans GlobalX sont différentes de ceux de Robot Global puis de iShares. Il n'y a pas une compagnie qui se retrouve dans les 3 fonds négociés en bourse, dans le top 10 de détention. Ici, ce que ça dit, c'est qu'il n'y a personne qui est capable de s'entendre sur comment définir cette thématique-là, où en fait, ils suivent un indice qui est différent un des autres également. Mais définir cette thématique-là, robotique et intelligence artificielle, est-ce qu'on inclut que les bras robotisés? Est-ce qu'on inclut les ordinateurs? Est-ce qu'on inclut les micropuces? Qu'est-ce qu'on inclut là-dedans? C'est très difficile à définir. Donc, les compagnies ont quand même assez de difficulté à s'entendre sur qu'est-ce qu'une compagnie de robotique et intelligence artificielle, comme qu'on voit dans ce top 10-là. Nous, en tant que gestionnaire, notre travail, c'est ça. On va la découper, la thématique. On va penser à des sous-thèmes qui font en sorte que la robotique et l'intelligence artificielle, pour nous, c'est 3 sous-secteurs d'utilisation à potentiel élevé. Automatisation industrielle, c'est tous les bras dans les usines, processus de fabrication qui est automatisé de A à Z, les robots convoyeurs, aller placer les objets. Quand on pense à ça, on a souvent l'image d'une voiture qui est fabriquée, la soudure se fait avec un robot, la peinture se fait avec un robot. Tout ce qui peut être fait par un robot est fait par un robot. Donc, automatisation industrielle, pour nous, c'est ça. En deuxième lieu, design, simulation et positionnement. On pense qu'il y a un très gros potentiel d'application dans ça. Pensez à un gros projet comme le REM. Donc, si le REM, on a des modifications à faire, l'idéal serait de tout séquencer ce design-là, de le mettre dans un logiciel, d'essayer de prévenir en amont tous les potentiels réglementaires qu'on peut avoir. On tasse combien de gens? Qu'est-ce que ça l'impact? Si on tasse à gauche au kilomètre 10, qu'est-ce que ça l'impact, tout ça? Mais en amont, certaines compagnies, c'est pas toutes les compagnies, généralement, les compagnies de construction peuvent en faire une partie. Les compagnies dans le domaine de fabrication vont designer de A à Z leurs produits avant de le mettre en application. Il y a vraiment un gros potentiel pour nous de travailler en amont, puis fabriquer une fois que tout ça est séquencé. Finalement, au niveau surtout de l'intelligence artificielle, il y a un très gros potentiel d'application dans le domaine de la santé. Ici, ce serait d'utiliser les robots pour automatiser les chirurgies, mais surtout d'utiliser l'intelligence artificielle pour l'analyse de scans qui peuvent
découvrir certaines maladies, certains patterns entre les maladies puis ce qu'on voit sur le scan. Donc, dans 5, 10, 15 ans, on pense vraiment que le potentiel d'application est très, très vaste en santé. C'est pas quelque chose qu'on pense normalement. La robotique, on associe ça rarement à la santé. Pour nous, c'est vraiment un secteur, un sous-secteur de la robotique qui est très important. Donc, notre rôle de gestionnaire, c'est de faire la découpe puis d'utiliser le capital dans les sous-secteurs qu'on pense qui ont le plus de potentiel. Finalement, si on n'est pas capable de gérer le risque, c'est très dangereux d'investir dans toutes les thématiques. On l'a vu, quand on investit au sommet de la thématique, ça peut être très, très, très néfaste pour notre rendement. Si on n'est pas capable de gérer le risque, on ne fait pas bien notre travail. Puis, quand on regarde toutes les thématiques, là, tout le monde, comme je disais tantôt, trouve que c'est des bonnes idées. Évidemment, la gestion de l'eau, crypto-monnaie, tout ça, on voudrait investir dans tout. Par contre, il faut être très, très conscient qu'il y a un risque là-dedans. Puis, ce qu'on fait depuis 1997, c'est qu'on se soucie des secteurs dans lesquels on investit. La majorité de ces secteurs-là sont très, 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 liés au secteur de la technologie. Si j'investis dans chacun de ces secteurs-là, j'aurais un portefeuille qui serait très concentré dans le secteur de la technologie, ce qui n'est pas une mauvaise chose sur les 10 dernières années. Par contre, pourrait avoir un effet où est-ce que ça chute, puis peu importe le secteur, peu importe la thématique, tout ce qui est associé à la techno chute aussi. Il faut faire vraiment attention. Comment on alloue ça, puis nous, on le fait avec les secteurs. On fait vraiment attention que si on va dans la gestion de l'eau, qui est généralement dans les industriels, les énergies propres le sont également, on fait vraiment attention de sélectionner les compagnies qui vont avoir des profils de secteurs différents. Puis quand on agence tout ça ensemble, on a une belle exposition sectorielle. On n'est pas à 60 % dans un secteur puis à 2 dans l'autre. On est vraiment autour de ce que devrait être un portefeuille équipondéré dans les secteurs. On gère le risque aussi au niveau des compagnies. À gauche, le RGP 100, c'est notre mandat secteur mondial. Notre top 5 de compagnies, 5,5 %. C'est-à-dire que quand on prend les plus grosses détentions de notre fonds RGP 100, les 5 plus grosses compagnies combinées ensemble prennent 5 % du portefeuille, 5,5 %, puis les 10 plus grosses prennent 9,6 %. Quand on regarde du côté des indices, les 5 plus grosses compagnies mises ensemble dans l'indice S&P 500 prennent 20 % de l'indice. Puis les 10 plus grosses prennent 30 %. On est très concentré dans les indices. Évidemment, il y a du bon côté puis du mauvais côté à ça. Nous, on pense qu'il y a quand même des risques à être trop concentré dans les compagnies. Dieu seul sait ce qui peut se passer au niveau réglementaire quand on prend un risque. Disons qu'on a un Google ou un Facebook qui reçoit une plainte ou qui fait un faux pas. Ça représente 6 % de notre portefeuille. Il y a une grosse chute qu'on peut avoir là-dedans. Donc, il faut faire très, très, très attention à ce niveau-là. Nous, on fait ça en répartissant avec un plus grand nombre de compagnies. Puis pourquoi qu'on fait ça? À gauche, j'ai mis des photos d'événements quelconques qui ont impacté le marché. Donc, le 11 septembre, on pense à la crise économique de 2008. On pense évidemment à la pandémie. On pense à différentes choses. Puis les impacts sur ces tragédies-là ne sont pas tous pareils. On pense à la pandémie en 2020, ça affecte tout le monde en même temps. Mars 2020, tout le monde chute. Toutes les compagnies. Ensuite de ça, la reprise est inégale au sein des compagnies. Qu'est-ce qui explique ça? Évidemment, il y a différentes tragédies ou il y a différents événements qui vont venir affecter plus négativement des compagnies que d'autres. Donc, comment être confiant quand on sait que ces mouvements-là sont extrêmement imprévisibles? Personne n'aurait pu prédire. Peut-être la pandémie, certaines personnes auraient pu le prédire, mais les événements du 11 septembre, il y a plein de choses qui sont vraiment, vraiment imprévisibles. Donc, c'est dur pour nous d'être extrêmement confiants puis d'avoir un top 10 qui est à 30 % dans une dizaine de compagnies. Finalement, les études nous démontrent aussi que depuis très, 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 très longtemps, le mouvement des secteurs est aléatoire. Cette mosaïque-là, certains d'entre vous l'ont vu. C'est quelque chose qu'on présente assez fréquemment. Ça, c'est la performance de tous les secteurs, année après année, donc année 1, donc 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, jusqu'à 2020. Puis on voit la performance qui est vraiment, on ne voit pas un agencement de couleurs très, très fort. Donc, les secteurs vont bouger d'une année à l'autre. Parfois, les secteurs qui font les moins bien vont remonter au sommet.
Parfois, les secteurs qui font très, très bien, très, très mal, ne vont pas remonter au sommet. La relation n'est pas linéaire. Par contre, on remarque quand même une constance de remaniement. Donc, ceux qui finissent en bas, parfois, vont aller en haut plus souvent qu'autrement. Il faut être très prudent. Nous, c'est pour ça qu'on gère nos portefeuilles avec l'option thématique, l'option des secteurs, vraiment une contrainte sectorielle en tête, c'est qu'on ne sait pas les secteurs qui vont bouger. On a une intuition, mais on ne peut pas le garantir à 100%. Donc, on va vraiment faire attention à notre équilibre sectoriel. Finalement, je vous laisse là-dessus. En fait, avec une conclusion vraiment très simple. En surface, l'investissement thématique, nous aussi, on l'utilise. On trouve que c'est une très bonne idée. Par contre, on synthétise un problème qui est parfois complexe avec un lot de compagnies qu'on inclut dans les produits qu'on vend qui ne représentent pas toujours cette thématique-là. Donc, il faut être très, très, très prudent parce que sans processus clair et défini, on va se retrouver à investir au sommet, comme qu'on aurait pu faire avec les investissements responsables, les énergies renouvelables en 2018. Puis on investit juste en 2020, puis là, on se retrouve avec moins 20 au lieu de 170%. Il faut faire vraiment attention, il faut avoir un processus. Sinon, on va graviter toujours vers les bonnes idées. Puis évidemment, on l'a vu, bonnes idées n'égalent pas toujours très bonne performance. Finalement, pour nous, diversifier les portefeuilles par secteur, donc toujours avoir en tête les secteurs dans lesquels les compagnies œuvrent, demeure vraiment un outil de gestion de risque qui est extrêmement efficace pour nous puis qui nous sert depuis 1997 et pour le futur également. Donc, pour moi, ça complète la présentation. Évidemment, Steve, si jamais il y avait des questions que tu as réussi à avoir et que les gens en ont, ça va me faire plaisir d'essayer de répondre là, de manière la plus claire possible. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, Pierre-Luc, d'afficher. Par contre, j'en aurais peut-être une. On voit que la situation, la société d'aujourd'hui évolue à vitesse grand V. On voit la stratégie que vous avez déployée aussi pour mettre à profit ces éléments-là. Comment tu entrevois, Pierre-Luc, toi, les prochaines années, ou je dirais même à court terme, les prochains mois sur les marchés? C'est une question qui revient assez souvent. Donc, ce que nous, on constate, c'est que, comme tout le monde, le marché est assez dispendieux en ce moment. Sauf que l'absence d'alternatives de placement, donc, les gens, généralement, avaient le choix d'aller vers les obligations, vers les actions. Quand les obligations payent 2,5-3 %, c'est quand même pas une mauvaise proposition. Sauf qu'actuellement, les banques centrales ont été très, très permissives. Le taux d'endettement a augmenté. Il y a plus de gens qui ont de l'argent à investir dans le marché. Donc, tout le monde se dirige vers le marché, ce qui a fait augmenter le marché. Maintenant, ce qui est difficile à savoir, est-ce que c'est justifié ou non. Pour le court terme, on pense qu'il y a quand même la meilleure option pour l'investisseur, c'est évidemment demeurer selon ton profil de risque. Donc, si on a un 50-50, rester comme ça. Mais les actions, pour nous, vont demeurer quand même une option qui est vraiment importante. Donc, oui, il y a du risque dans le marché, mais le risque est quand même expliqué par des facteurs. Puis, on est capable quand même de faire un sens de ça. Donc, je dirais qu'actuellement, c'est cher, mais quand même, il y a une certaine justification. C'est pas 100%, évidemment. Il y a quand même de l'engouement là-dedans. Donc, il y a une certaine justification au prix qu'on voit aujourd'hui. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Écoute, merci. Il n'y a pas d'autres questions qui se sont ajoutées. Donc, je voulais te remercier d'avoir pris le temps de nous entretenir là, sur votre perspective pour le futur. Très intéressant, vraiment. Merci à tout le monde aussi d'avoir assisté au webinaire. Donc, j'espère qu'on a bien répondu à vos attentes. Et je vous souhaite une belle journée et à la prochaine. Merci. Bonne journée. Merci.